Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Thierry Lajoie, directeur général de Quartus, au micro de Pascal Bonnefille. Thierry Lajoie, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes aujourd'hui le directeur général de Quartus et on aura l'occasion de reparler de cette belle maison avec vous et avec Emmanuel Lognaud. Mais aujourd'hui, nous sommes avec vous pour évoquer une question un peu d'histoire. Allez, ne remontons quand même pas aux Mérovingiens, mais une question importante sur la manière dont le Grand Paris et une des maisons importantes de ce Grand Paris a pu évoluer au cours des dernières années et vous avez été l'élément clé de cette évolution. Avec vous, on va donc parler de Grand Paris Aménagement, mais qui, quand nous nous sommes connus, je vais me permettre de donner un tout petit souvenir personnel, nous nous sommes connus, vous étiez au, je ne sais pas à quel étage d'une tour, la tour Gamma, non loin de la gare de Lyon, un peu fatigué pour dire la vérité, très très fatigué même, et vous étiez le nouveau patron de la FTRP, l'Agence foncière et technique de la région parisienne, je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça, c'était l'outil créé par Paul Delouvrier dans les années 60 pour incuber le foncier des villes nouvelles et qui fit excellemment son travail. Et qu'il fallait peut-être changer un peu. Oui, voilà. Ça devait être en 2013, on va dire. Et donc, le bâtiment avait beaucoup vieilli. La structure, peut-être aussi, avait besoin d'adaptation. Et quelle avait été la mission que vous aviez reçue pour modifier cette FTRP qui avait été formidable, mais qui peut-être avait vieilli un peu? Vous savez, la caractéristique des vieilles maisons comme la FTRP, des vieilles maisons de l'État, c'est de savoir toujours s'adapter à son époque. Et le temps passant, on peut le constater d'hier à aujourd'hui. Les hommes passent, les femmes passent, et ces grandes institutions s'adaptent bien. Quand en 2013, j'ai été nommé par le président de la République, François Hollande à l'époque, président directeur général de la FTRP, le contexte était finalement assez simple. Il y avait la loi du Grand Paris de 2010, une loi visionnaire, on en reparlera, qui prescrivait la construction de 70 000 nouveaux logements par an en Île-de-France. C'était rendu nécessaire par la situation démographique, les flux migratoires, la décohabitation des ménages, bref, l'augmentation de la population francilienne. Et puis, le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, avait repris, c'était le SDRIF 2013 à l'époque, avait repris ces chiffres. Bref, il fallait construire 70 000 logements. Mais ce qui était intéressant, pardon de vous couper, Thierry, c'est que le président François Hollande reprenait à son compte une décision qui avait été prise par le précédent quinquennat. Oui, c'était une vraie idée que de dire qu'il y avait un certain nombre de sujets comme ça qui devaient survivre à l'alternance, qui devaient passer les époques. Il y a des grandes visions. Oui. Le Grand Paris en est une, et celle du président Sarkozy en 2010 est une de ces visions. Devait évidemment passer les époques, alors être adapté en fonction du temps qui passe davantage que des convictions politiques ou politiciennes des uns et des autres. Mais évidemment, le Grand Paris en était. Et donc, on est dans ce moment où il faut construire 70 000 logements par an nouveaux en Île-de-France. Et puis, en 2012, et depuis 10 ans, il ne s'en construit que 37 000. Alors, évidemment, la première chose qui m'est dite, c'est il faut essayer de faire converger les outils de l'État vers un effort supplémentaire de construction de logements pour pouvoir garantir, et c'est bien le rôle de l'État, à l'Île-de-France, à la région capitale, son rôle moteur, son rôle d'attractivité. Ça, c'est l'objectif numéro 1. C'est l'objectif numéro 1, et quand on y regarde de près, à l'époque, le sujet reste prégnant. Hein. Quand on y Hélas. Quand on y regarde de près à l'époque, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'à la moitié du XXe siècle, à peu près, si l'on produit beaucoup de logements, c'est notamment parce que 50% du logement produit en Île-de-France est produit dans le cadre des grandes opérations d'aménagement public, et puis 50% dans le diffus. Mais quand on regarde à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, comment est-ce que se fabrique le nombre de logements en Île-de-France? On constate que c'est pour 80% et un peu plus dans le diffus, et puis 20% ou moins dans les opérations d'aménagement Île-de-France. Donc l'idée qui avait été conçue à l'époque
un peu par mois, mais beaucoup avec Cécile Duflot, qui à l'époque était ministre, avec Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, son cabinet, avec le président François Hollande, était de dire, si on arrivait à provoquer une forme de regain de l'aménagement urbain, et des grandes opérations d'aménagement urbain, sans bien sûr se référer aux opérations anciennes de Villes Nouvelles. Oui, le temps avait passé, là aussi, on n'allait pas refaire... Bien sûr. Mais si jamais on arrivait à trouver un dispositif qui permis de redonner la main à des grandes opérations d'aménagement urbain, on ne porterait aucun préjudice à la production en diffus, et en même temps hausserait le niveau général de production. Et finalement, le débat, c'était ça. Sauf que, il y avait quand même 2 difficultés. La première difficulté, c'était que les acteurs franciliens, je parle des acteurs et des institutions, étaient extraordinairement éparpillés. Oui. L'État, la région, la nouvelle métropole du Grand Paris, les intercommunalités à statut différent selon qu'on est dans la métropole ou hors de la métropole. C'est tout le charme de l'administration et les communes françaises. Bref, on avait un paysage d'acteurs extraordinairement diversifié, et on avait un paysage d'opérateurs, des SEM, des SPL, des EPA, des EPF, extraordinairement émietté, lui aussi. J'emploie le mot émietté parce que c'est celui que mon ami Jean-Louis Borloo, très tôt, m'a enseigné, m'a dit mais en fait, tu vas être confronté à l'émiettement. Et l'émiettement, c'est l'ennemi de l'action. Ah, complètement. Et c'était là, c'est une spécialité du monde du logement. Mais enfin bon, ça débat d'autres sujets d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, d'un côté, moi, je ne suis pas légitime, et puis ma vocation n'est pas, ma conviction non plus. Je ne suis pas légitime à aligner, en tant que dirigeant de l'AFTRP, les nouvelles ou anciennes institutions franciliennes. Elles sont ce qu'elles sont. Oui, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Oui. Je ne suis pas le réformateur de la carte politique francilienne. Il faut donc essayer juste de réunir chacun autour des projets, dans le respect des compétences exercées par chacun, dans le respect des prérogatives exercées par chacun, essayer de les réunir autour des projets. Ça, c'est pour les acteurs. Et puis, pour les opérateurs... essayez, et vous y êtes parvenu, parce que quand même, c'est ça qui nous intéresse. On y viendra, c'est la question de la méthode. Oui. Et puis, là, on parle de feuille de route. Bien en tout cas, c'est la question que vous m'avez posée. Bien sûr. Et puis, sur les opérateurs, là aussi, émiettement, je voyais qu'il y avait beaucoup d'opérateurs. Je me disais, mais au fond, c'est idiot. Si l'on veut produire un petit peu plus, peut-être suffit-il que on réunisse un certain nombre de forces aujourd'hui éparpillées. Alors, voilà, c'est des questions de force de frappe, au fond. Des forces de frappe intellectuelles, opérationnelles, techniques, financières, d'ingénierie, d'argent aussi, de fonds propres, de capacité à lever de la dette. Enfin bref, essayer de réunir un certain nombre d'opérateurs. Et donc, dès le début, je me suis dit, d'accord, il faut produire plus. On pourrait y revenir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas produire mieux. D'accord, il faut produire plus, ok. D'accord, c'est par le surcroît d'opérations d'aménagement qu'on va réussir à produire plus. D'accord, il faut unir les acteurs institutionnels dans le respect de leurs compétences. Il ne s'agit pas de les modifier. Et donc les unir, les fédérer autour des projets. Et puis, il faut des outils qui gagnent en taille et qui, au fond, se mettent à la taille du projet du Grand Paris. Parce que c'est quoi le sujet ? Le sujet, c'est que le Grand Paris, c'est un très grand projet. Et s'il n'y a que des petits outils, oui, c'est un peu embêtant. C'est très compliqué de construire un grand projet avec des petits outils. Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Thierry Lajoie, directeur général de Quartus, au micro de Pascal Bonnefille. Vous aviez comme ambition de construire un grand outil, donc pas de petits outils. Et donc, une fois que cette feuille de route est actée, comment est-ce qu'on fait pour... alors, je pense qu'il faut beaucoup de négociations, comment fait-on pour rentrer dans le vif du sujet et pour réaliser les objectifs qui étaient les vôtres ? La faiblesse chaque force a une faiblesse. La faiblesse de l'ambition, c'est qu'évidemment, ça demandait du temps. Ça demandait du temps et ça en a beaucoup demandé. Au fond, il aura fallu 4 ou 5 ans pour monter tout ça.
Il aura fallu 3 ministres, 2 préfets de région Île-de-France, une loi, 3 décrets. Évidemment, vu comme ça, de manière un peu techno, c'est un peu rabat-joie. C'est un peu lourd aussi. On se dit, il faut un peu de volonté quand même. Oui, mais dès le début, moi, je suis parti avec l'idée qu'il n'y avait que le dialogue, que l'écoute, que la fabrication de coopération, de partenariats, que la construction de compromis, que c'était à l'époque une ambition un peu folle, la fabrication de consensus pourrait faire... Et vous sentiez que ce consensus était possible, parce que j'imagine que tous ces acteurs émiettés, ils se regardent parfois avec amitié, mais parfois avec une pointe d'envie ou de concurrence en eux. Comment est-ce qu'on fait? Un consensus institutionnel ou un consensus politique, non. Un consensus sur les projets, et donc sur un outil porteur de projet, peut-être. Oui. Pourquoi est-ce que j'avais ce très modeste avantage sur d'autres que de penser, moi, que c'était possible quand d'autres pouvaient imaginer que ça ne l'était pas? Parce que j'avais à cœur de discuter avec chacun, de construire une bonne relation avec chacun, État, région, métropole, intercommunalité, commune, et que c'est de ces conversations que j'ai tiré la conviction que c'était possible autour des projets, chacun étant sincère, dans la défense, bien sûr, de ses prérogatives et de son rang, mais aussi dans la volonté de faire plus que ce qui était fait jusqu'ici. Vous savez, finalement, j'ai eu une inspiration. Il faut jamais prétendre qu'on crée des modèles. Moi, j'ai rien créé du tout. J'ai regardé beaucoup comment, au moment où Sarkozy parle du Grand Paris en 2010, comment Christian Blanc incarne une vision, oui, mais une vision qui crée un certain nombre de tensions. Il y a des tensions dans la vision qu'il porte. Et derrière, 2 personnes qui sont devenues des amis depuis, parce que je les ai beaucoup écoutés. C'est Maurice Leroy et Jean-Paul Huchon. 2 personnes, l'un du côté de l'État, Maurice Leroy est ministre, l'autre du côté de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon est président de la région. C'était le 26 janvier 2011. Se réunissent pour mettre fin aux guéguerres qui existaient autour du projet de futur métro automatique Grand Paris Express. Le Grand Paris Express. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre que se parler pour s'accorder? Alors ça prend du temps et ça demande beaucoup de travail de parler et de s'accorder. Mais toute proportion égale par ailleurs, le projet de Grand Paris Aménagement n'est pas le projet de la Société du Grand Paris. Bien toute sûr. Proportion égale par ailleurs, j'ai essayé de m'inspirer de la méthode de ces grands bonshommes qui sont devenus encore une fois des amis et desquels j'ai beaucoup appris en me disant si on parle avec chacun, ça finira par arriver. Et voyez, entre le moment on est en janvier 2015, où le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ou de Manuel Valls, je ne me souviens plus même, me missionne pour fabriquer ce qui à l'époque devait être une opération d'intérêt national multisite portée par un opérateur nouveau qui pourrait être la FTRP transformée. C'est dommage qu'il n'y avait pas eu de la mission. Voilà, qu'il n'y ait pas eu de sigle, parce que ça aurait fait OINBRZRD. C'est le thème de la mission. Oui. Entre ce mois de janvier de 2015 et le mois de novembre 2018, où tous ensemble, État, métropole du Grand Paris, je pense à mon ami Patrick Ollier, intercommunalité d'Île-de-France, de la métropole ou hors métropole, donc EPT ou EPCI, commune, département, désigne la présidente de région, Valérie Pécresse, comme présidente du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement pour me succéder, puisque j'ai proposé moi-même la dissociation de la fonction de présidence et de direction générale. Que vous êtes il s'est donc passé 4 ans de construction, 4 ans de dialogue avec chacun. Et c'est vrai que je ne cache pas mon plaisir, ma satisfaction d'avoir vu à ce moment-là, de novembre 2018, après plusieurs années de travail, la présidente de la région Île-de-France être élue à l'unanimité
de ceux qu'on vient de citer, président du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement. C'est dire qu'on avait réussi à fabriquer la table des projets. Alors, ce qu'on est en train de raconter, c'est ce qui se passe en cuisine. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est pourquoi on l'a fait, quel projet on a réussi à faire émerger. Comment est-ce que, alors qu'en 2012, il y avait depuis 10 ans, 37 000 logements moyens fabriqués par an en Île-de-France, comment est-ce que de 2015 à 2019 inclus, ils sont devenus 80 000. Nous n'avons pas été les seuls à Grand Paris Aménagement à créer ce mouvement-là, mais nous y avions contribué. Et c'est ça qui est une satisfaction. La satisfaction, c'est d'avoir bâti un dispositif qui a pu contribuer à un moment donné à faire passer la production de logements en Île-de-France. Il y a 1 million de mal logés en Île-de-France. Il y a beaucoup de besoins qui existent. Quand on dit logement neuf, on a tort. Il faut parler de nouveaux logements, car les nouveaux logements peuvent ne pas être tous des logements neufs. Bien Il y a sûr. la transformation, la mutation, la réversibilité, la régénération, l'extension des bâtiments existants, beaucoup de choses auxquelles, y compris aujourd'hui chez Quartus, c'est au cœur de notre projet d'entreprise avec Emmanuel Logno, nous croyons beaucoup. Et donc déjà, il y a cette idée que nouveau logement, c'est pas logement neuf, mais on passe quand même de la période précédente 2012 à 37 000 logements moyens par an, à une période, à partir de 2015, de 80 000 logements produits par an. Alors, c'est un mouvement général, on n'est jamais tout seul, bien sûr. Mais j'ai la faiblesse de penser que j'y aurais contribué, et quand je regarde ce qu'on appelle le pipe, c'est grossier, c'est trivial, pardon, hein. Mais quand on regarde le carnet de commandes de l'AFTRP, backlog aussi, le carnet de commandes de l'AFTRP en 2012-13, quand j'y suis nommé, qui est de 760 millions d'euros par an, et puis qu'on regarde en 2020, quand j'ai choisi de quitter l'AFTRP, devenu Grand Paris Aménagement, et qu'il y a 3,5 milliards de carnets de commandes, on se dit que ça a contribué à ce mouvement-là. Plutôt bien changé. Et ça, c'est heureux. Mais vous savez quoi tout ça n'est rien sans les gens. Moi si j'avais... il faut rendre à César ce qui appartient à César. Si j'avais pas eu d'abord des décideurs autour de moi, des décideurs, un président de la République, c'est pas rien. Qui est venu sur des opérations de Grand Paris Aménagement, qui est venu au siège de Grand Paris Aménagement. S'il n'y avait pas un président de la République qui avait suivi cette idée... Là, vous parlez de François Hollande. Je parle de François Hollande. S'il n'y avait pas des premiers ministres à l'époque, je pense à Jean-Marc Ayrault, mais surtout à Manuel Valls, s'il n'y avait pas des ministres successifs, Cécile Duflot, Sylvia Pinel, Emmanuel Cos, et après Julien de Normandie, s'il n'y avait pas des préfets de région, je pense à Jean-François Carinco, aujourd'hui ministre des Outre-mer, ou à Michel Cadot, qui s'occupe des JO maintenant. S'il n'y avait pas, bref, s'il n'y avait pas ces décideurs-là, moi, j'aurais absolument rien pu faire. Et puis, si j'avais pas eu... Haussmann sans Napoléon III, toute proportion gardée, naturellement, mais c'est après ça. Calmons-nous. Et si j'avais pas eu... J'aime bien cette expression de l'ami Jean-Louis Borloo. Jean-Louis, il parle souvent de bande. Il dit on fait rien sans bande dans un système très techno, très inerte, très lourd. Si on n'est pas des bandes, on n'y arrive pas. Il a la sienne d'ailleurs. Il avait la sienne. Mais moi, si j'avais pas eu Géraldine Ajax, Bélier Gagnère, Bastien Dola, Thierry Febvey qui est à la Défense maintenant, Damien Robert qui est le digne président d'Inly à la suite de Benoît Apparu, Ariane Boulot, Aurélie Cousy, Soraya Amrioui, Christophe Canu, Rémi Tardiveau, Rihanna Taherali, Matej Karasimonov. Si j'avais pas eu une bande de réformateurs, de gens qui avaient envie de transformer les choses, mais j'aurais rien pu faire non plus. Et donc, on a, je crois, réussi quelque chose, pas la transformation d'une organisation, c'est finalement assez secondaire. On a réussi à mettre des organisations à la taille d'un projet, à la taille d'une vision, puisque nous sommes de quelque chose à quoi on croyait. Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Thierry Lajoie, directeur général de Quartus, au micro de Pascal Bonnefille. Puisque nous sommes sur les podcasts d'Imo Week,
parlons un peu immobilier, parce que moi, ce qui m'a frappé, alors évidemment, c'est de l'ordre du symbole, mais quand même, quand vous avez inauguré les nouveaux locaux de Grand Paris Aménagement, j'étais là. Alors, encore une fois, j'avais été dans la merveilleuse tour Gamma précédente, et puis on entrait dans un immeuble qui n'avait plus rien à voir, qui était un immeuble non seulement moderne, mais chaleureux, avec un grand patio intérieur, avec des escaliers, ce qui est bien pour la santé, c'est mieux que des ascenseurs, c'est pas mon cardiologue qui vous dira le contraire, etc. On avait bien l'impression quand même qu'on était passé d'une structure quand même très vieillissante, vous êtes gentil pour vos prédécesseurs, vous avez raison, mais moi j'ai le droit de le dire, à une structure qui était moderne, incarnant quelque chose, voulant. Et les buts et les objectifs d'une maison comme celle-là, elles peuvent aussi pas se résumer, mais on peut quand même les comprendre quand on rentre dans le siège, non? Je pense que votre idée a été un peu ça quand même, non? Bien sûr. Les projets, ça s'incarne. Ben voilà. Et les symboles, c'est là pour incarner les projets. C'est pas le vieux républicain que je suis qui démentira ça. Le premier symbole, finalement, ça a été le changement de nom. Non, oui, c'est vrai qu'à FTRP, c'était pas terrible. C'était moins entendable, moins audible que Grand Paris Aménagement. C'est sûr. Le lieu, oui, ça a pu compter. Ah oui. Ça a pu compter parce que la tour passoire thermique et amiantée de la rue de Bercy des années 1970, c'était pas la même chose que le bâtiment industriel, ancien silo à grains, réhabilité en bureau dans le 19e arrondissement de Paris, dans un secteur en conversion. Si je me souviens bien, votre bureau il était au rez-de-chaussée et non pas au dernier étage, ce qui aussi était un peu symbolique, non? Oui, parce que moi j'ai toujours considéré que les plateaux lumineux devaient être réservés aux équipes de projet. Et pas aux directions générales. Mais bon, c'est une conviction personnelle. Et puisqu'on parle de lieu, on parle aussi de table du projet. Il fallait que le lieu représente ce que nous voulions faire. Regardez, finalement, au-delà de Grand Paris Aménagement et de sa gouvernance, parmi les quelques propositions que toute cette bande a faites pendant quelques années, plusieurs ont pu prospérer. Sous le gouvernement de Valls, ça a pu être les contrats d'intérêt national qui sont venus remplacer des opérations d'intérêt national pour être plus coopératives, plus partenariales, plus aimables entre les acteurs et qui permettaient d'incarner, de symboliser la table du projet. Sous le gouvernement Cazeneuve, ça a été la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national, et puis la CEMAOP, la Société d'économie mixte d'aménagement d'une opération unique avec la participation de l'État. Ça a continué. Sous le gouvernement d'Édouard Philippe, ça a été le PPA, le projet partenarial d'aménagement qui permettait toujours de fabriquer ces coopérations et ces partenariats auxquels je crois tant, auxquels avec Emmanuel Logno chez Quartus, nous continuons de tant croire, ces partenariats entre les différents niveaux de puissance publique et le secteur privé qui permet de se réunir, de se fédérer autour de projets identifiés sur des territoires circonscrits et de construire. On est loin de la surréglementation ou de la suradministration. On est, si je pouvais me permettre, dans un état plus stratège, plus outillé, qui permet aux projets de sortir et qui ne norme pas tout, mais donne aux acteurs des outils et puis aux acteurs de s'en saisir. Il se trouve qu'ils s'en sont saisis, c'est formidable, ici et ou là. Ça continue aujourd'hui avec mon très éminent successeur Stéphane de Faille, et c'est formidable comme ça. J'avais envie de vous poser comme conclusion, mais vous m'avez répondu avant, c'est ça qui est formidable avec Thierry Lajoie, mais quand même... Pour le Grand Paris d'aujourd'hui, de maintenant, quels sont vos espoirs, vos espérances? Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne à des chiffres de construction plus importants? Quels sont vos trois espoirs pour le Grand Paris de demain? D'abord, je considère que les sujets qui m'étaient posés en 2012-2013 demeurent aujourd'hui. On manque de logements en Île-de-France. Il faut en construire davantage. Et le logement vacant ne suffira pas, ou la transformation d'actifs autres en logement ne suffiront pas. Même s'il faut les encourager. Bien sûr, il faut le faire. Et je l'ai dit tout à l'heure, je parle plus de nouveaux logements que de logements neufs. Donc, il faut, et je suis un avocat, nous sommes des avocats de l'économie du sol, du zéro artificialisation nette, c'est pas du tout, la transition écologique, c'est pas du tout ça qui est en débat. C'est pas contradictoire. Ce qui est en débat, c'est que faut
faire aussi un Grand Paris inclusif qui loge tout le monde, qui fait que tout le monde ne doit pas avoir 2 heures de transport pour aller à son travail. On a parlé beaucoup pendant la crise sanitaire des travailleurs essentiels et des travailleurs clés. Et donc, il faut construire un Grand Paris, une Île-de-France qui soit inclusive, qui soit polycentrique, certes, mais qui soit accessible par les moyens de transport, évidemment, mais qui quand même permette à tout le monde de se loger. C'est pour moi le premier point. Et il manque encore de nouveaux logements et il faut les créer. Il y a du travail encore à faire pour cela. Deuxièmement, moi, je voudrais qu'on arrête de surréglementer, de suradministrer. À un moment donné... C'est doux d'entendre ça. À un moment donné, on s'est quand même tous dit, les uns, les autres, alors c'est un peu passé de mode, mais moi je voudrais remettre ça à l'ordre du jour. On s'est tous dit, on va passer de l'obligation de résultat à l'obligation de moyens. Et on est retombé dans des travers comme un peu des vieux démons, avec la RE 2020, avec beaucoup... Voilà, ce sont les puissances publiques, j'en viens. Ce sont les puissances publiques qui dictent les manières de faire. Mais non, laissons les maîtrises d'œuvre et les entreprises, les architectes, les urbanistes, les créateurs, laissons-les trouver les moyens d'arriver à un résultat dont il est légitime que l'État le fixa. Bien sûr. La loi SRU, moi j'en ai toujours été un des partisans, j'en reste un partisan, il faut 25% de logements sociaux. L'État nous dit, faites 25% de logements sociaux. L'État ne nous dit pas comment faire 25% de logements sociaux. Oui, faisons-le. Oui. Faisons-le. Et trouvons des solutions intelligentes. C'est mon deuxième vœu. Arrêtons de suradministrer, de tout surréglementer, et vous verrez, les choses ne se passeront pas forcément moins bien que si on suradministre et on surréglemente. C'est mon deuxième vœu. Et puis mon troisième vœu, il est peut-être plus personnel, peut-être plus politique aussi. Moi, je vois le Grand Paris comme un Eldorado. Je voudrais que le Grand Paris, ce soit une Amérique, que ce soit le rêve où chacun puisse débarquer de n'importe quel territoire, de France ou d'ailleurs, et se dire, là, je peux réussir, là, je peux me construire, là, je peux m'émanciper, là, je peux faire quelque chose. Et ce jour-là, si c'est ça le Grand Paris, on aura réussi. Thierry Lajoie, pour ses vœux et pour tout le reste, merci. Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom.